Ravi de vous retrouver pour cette fois-ci votre rubrique Parole de femmes. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Marie-Angélique Savané, l'une des femmes militantes pour les droits des femmes. Elle a été connue du grand public. Bonjour à vous, Madame Savané. Pour rappel, elle est une femme politique, sociologue, mais aussi elle est la femme d'un leader politique reconnu du Sénégal, Landing Savané. Elle a été conseillère spéciale au niveau du Haut Conseil des Nations Unies, mais aussi elle a été directrice pour le Haut Conseil des Nations Unies pour les réfugiés. On peut revenir un peu par rapport à votre parcours. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? Je suis une Sénégalaise lambda, si on peut dire. Dans ma jeunesse, je suis née ici à Dakar Plateau. J'ai été à l'école à Notre-Dame, puis ensuite au lycée Van Vollenhoven de l'époque, le lycée Lamine Gueye aujourd'hui. J'ai eu une enfance comme beaucoup de jeunes du plateau à l'époque, beaucoup d'insouciance, ne comprenant pas tellement les enjeux de l'époque coloniale. Mais nous vivions dans nos créneaux de jeunes du plateau. Et très tôt, j'ai été exposée à la vie militante en étant dans les mouvements catholiques pour les jeunes, les cœurs vaillants, les âmes vaillantes. Et j'ai fait vraiment toute la gamme du début, j'avais peut-être 7-8 ans, jusqu'à mon bac. Et là, j'ai appris les valeurs du militantisme qu'on dit aujourd'hui. C'est-à-dire se donner pour une cause pour les autres, s'organiser, apprendre à organiser les choses, apprendre à articuler les situations telles qu'on les vit, etc., etc. Dans le même temps, j'ai eu aussi à faire du sport. Et j'étais très, très engagée dans la compétition sportive. Effectivement, ça m'a donné le sens de la compétition, le sens du travail en groupe, de travailler ensemble, parce que je faisais à la fois du sport collectif et du sport individuel. Et dans le sport collectif, il faut apprendre à travailler ensemble pour pouvoir marquer un but, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté aussi dans ma vie professionnelle par la suite, parce que généralement, on me reconnaît comme étant quelqu'un qui sait gérer une équipe, qui est un bon chef d'équipe. Ça, c'est une chose. Ensuite, jusqu'en terminale, j'ai mené cette vie un peu entre le sport, les mouvements, etc. Et en 67, je faisais partie des 10 élèves qu'on avait choisis par le président Senghor, bien sûr, pour aller en France préparer les grandes écoles. Et c'est là-bas que j'ai connu la politique, parce que je suis tombée en plein mai 68, une révolution étudiante planétaire, mais aussi un mouvement sociétal qui a amené du moins l'Occident a changé beaucoup sa vision du monde. Mais 1968 a eu des répercussions même dans un pays comme le nôtre, le Sénégal. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que l'idéologie politique à laquelle j'avais adhéré me donnait les armes pour expliquer pourquoi il y avait des différences sociales, mais ces armes m'ont permis de comprendre aussi pourquoi les femmes n'avaient pas accès au pouvoir, le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir social. Et c'est cela qui a été à l'origine de mon engagement, de mon investissement pour devenir féministe. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui quel est le combat de Marie-Angélique Savané? Mon combat, à mon âge aujourd'hui, c'est après avoir vécu pendant 50 ans de vie militante, en tant que féministe, où on a eu à créer des organisations comme la première organisation féministe, pas seulement du Sénégal, mais d'Afrique, qui s'appelait Yewi Yewi pour la libération des femmes, c'est-à-dire faire prendre conscience aux gens, et les femmes en particulier, pour libérer les femmes du joug patriarcal, de cette oppression qui fait qu'elles sont toujours des femmes de seconde zone, que malgré tout ce qu'elles font dans cette société, en tant que reproductrices, parce que c'est elles qui font des enfants, les socialistes, les préparer
et les prépare à devenir des ressources humaines, les femmes n'étaient pas reconnues par rapport à la vie politique, au choix et au pouvoir. Et c'est en ce sens que nous avons créé ces associations qui ont eu à se battre, mais vraiment, parce que vous êtes jeunes maintenant, les gens à l'époque, on n'avait pas autant de buzz, autant de moyens par les médias sociaux, mais pour ceux qui veulent faire des recherches, ce qui a été fait a changé la place des femmes dans notre société. Si aujourd'hui on voit autant de femmes dans les études, autant de femmes, même dans la politique, l'accès à l'Assemblée nationale, etc., il y a eu des femmes pionnières qui se sont battues pour l'accession des femmes à ces postes-là. Mais je vois qu'il y a encore beaucoup à faire. Et au fond, chaque génération mène sa bataille. Nous, on a mené notre bataille. Mon objectif aujourd'hui, c'est comment aider les jeunes générations à comprendre la problématique du patriarcat et de l'oppression et de la subordination des femmes. Comment comprendre que dans une société, quand les femmes sont à certaines positions, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le bon Dieu qui l'a dit, ce sont les hommes qui ont organisé historiquement les positions sociales de chacun. Cette oppression a aidé un système à se développer. Mais aujourd'hui, ce système est en crise parce que partout dans le monde, les femmes revendiquent la possibilité de pouvoir parler, de pouvoir donner leurs idées. Et un exemple concret, cette année, on est en pleine pandémie depuis l'année dernière. Et ce qu'on trouve, et que maintenant c'est connu publiquement, les pays où cette pandémie a été le mieux gérée, c'est vraiment les pays qui étaient dirigés par des femmes, en tant que première ministre ou présidente, etc. Et maintenant c'est établi. Pourquoi? Parce qu'en tant que femmes, elles ont à la fois la compréhension des mécanismes sociaux et sociopolitiques de l'organisation de la société, mais elles ont une compassion, elles ont une écoute par rapport à des alternatives nouvelles, le sens du partage, et elles ont accepté de mettre l'accent sur le social au lieu de toujours revendiquer l'aspect économique qui ne permettait pas nécessairement de faire en sorte que tout le monde ait accès aux services dans cette période de pandémie. Et c'est pour ça que d'ailleurs, en reconnaissance de cela, que les Nations Unies ont décidé de dédier ce leadership-là comme thème pour la journée du 8 mars au niveau international. Qui sait, tout à l'heure, on est en période de pandémie. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que les femmes soient au niveau soient des chevilles ouvrières pour la sensibilisation, mais aussi pour la lutte contre cette pandémie? Je pense personnellement que c'est peut-être ce qui a manqué. Vous savez, au niveau de l'évolution même de la prise en charge de la santé, des familles, etc., on était arrivé au concept des Baguenogor. Et ça veut montrer quoi? Que les gens avaient conscience que les changements partent de la famille, que les changements partent des femmes qui sont l'élément central de la famille. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut vraiment avancer, il faut revenir à des choses simples, organiser dans les radios, dans les télévisions, des émissions dans toutes les langues nationales, spécialement dédiées aux femmes pour leur dire qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour changer le cours de la situation. Personne d'autre ne pourra le faire, parce que c'est elles d'abord qui sont dans la maison. Deuxièmement, ce sont les femmes qui sont organisées. Il y a des motailles, des associations de femmes partout dans les quartiers, dans les villages, dans le même quartier. Vous pouvez avoir des femmes, il y a des femmes qui sont dans les tontines. Il y a les femmes qui sont dans les organisations de quartier où elles essaient même de faire des entraides. Si on arrivait à passer par ces canaux-là, on changerait beaucoup de choses. Parce qu'elle pourrait jouer un peu le rôle de garde dans les quartiers. Qui connaît tout le monde? Une femme dans un quartier, elle connaît toutes les familles. Donc, elle peut parler aux familles, elle peut réunir les femmes chez elle et leur dire comment les gestes barrières, la distanciation sociale, l'hygiène qu'il faut. Mais aussi, on oublie un élément, la nutrition. Comment faire pour manger correctement aujourd'hui, pour renforcer son système immunitaire et éviter que les gens aient accès aussi facilement à cette pandémie. Je crois, parce que si notre condition alimentaire, notre système alimentaire ne marche pas,
c'est évident qu'il y a un problème. On a constaté depuis un certain temps qu'il y a une multiplication des organisations de femmes. Est-ce que, en tant que militante, aujourd'hui, vous vous sentez concernée par leur combat? Oui, je suis concernée parce que c'est le combat de toutes les femmes, de toutes les générations. Moi, je suis très heureuse qu'il y ait autant d'organisations. Bon, ma base sociale et idéologique, c'était le maoïsme, mais Mao Tse-tung disait que 100 fleurs s'épanouissent, que 100 écoles rivalisent. Ça veut dire plus il y a de gens organisés, mieux on a la chance d'influencer le cours politique pour que le gouvernement, les autorités et même les responsables et les dirigeants puissent prendre des mesures en matière de politique publique qui vont changer d'abord, transformer la vie des femmes. Et c'est cette influence que nous avons cherchée. Avant, nous n'avions pas la masse critique. Aujourd'hui, la masse critique existe. Il y a combien de femmes journalistes maintenant? À l'époque, on les comptait sur les doigts de la main. Ouais. J'avais même lancé une initiative pour voir comment nous, en tant que chercheuses impliquées dans le domaine de la recherche, nous pouvions influencer les femmes journalistes en leur donnant accès aux rapports, aux résultats de la recherche, pour le dire ainsi. Et on avait créé l'APAC, l'Association des professionnels africaines de la communication. Donc déjà pour montrer ce besoin. Puis ensuite, maintenant, vous avez des femmes chefs de service, des femmes qui sont dans des directions, d'agences, d'organisations, des femmes ministres, surtout des femmes députées. Comment leur transmettre la connaissance qu'il faut pour qu'elles puissent défendre leurs droits? Aujourd'hui, c'est anormal qu'avec tout ce que nous avons comme femmes députées à l'Assemblée nationale, que les femmes n'apparaissent pas comme étant capables de présenter des projets de loi pour défendre la cause des femmes, parce qu'il n'y a pas la formation qu'il faut. Et c'est là où je pense que notre génération, nous devons nous impliquer pour voir comment coacher, aider. C'est pas toujours facile, parce que les jeunes femmes ont tendance à penser qu'elles savent tout, parce qu'elles gèrent les médias sociaux. Or, les médias sociaux, c'est une chose, c'est peut-être une forme d'influence. Mais il faut descendre sur le terrain, de là où on décide des politiques, de là où on débat des questions de société, etc. etc. Avoir accès à tous les groupes qui influencent ces choses, que ce soit les religieux, les politiques et les autres dirigeants économiques. On est beaucoup plus réceptifs. Et je pense qu'il faudrait que les ministères concernés, les chefs de quartier, les maires, dans les communes, etc., donne aux femmes les moyens de faire ce travail. Le Sénégal n'a pas les moyens d'avoir autant de malades de la Covid-19. C'est pas possible. On n'a pas les équipements, on n'a pas les lits d'hôpitaux suffisamment, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la prévention. Et la prévention, c'est les femmes qui peuvent le faire, seules. On a constaté que depuis un certain temps, on ne vous entend plus. C'est comme si on dirait que vous vous cachez un peu du grand public. Est-ce que cela ne signifie pas que désormais vous faites partie de la vieille école? Ah, je suis déjà de la vieille école, mais être de la vieille école, ça ne veut pas dire qu'on reste en retrait. Je me suis mise en retrait volontairement pour deux raisons. Parce que j'estimais qu'il était temps que d'autres figures émergent. Les Sénégalais, vous savez, on a un trait sénégalais. Oui. On aime tout par la facilité. Le militantisme, ce n'est pas facile. Donc beaucoup de femmes n'arrêtent pas de me dire « mais on ne t'entend pas, tu ne parles pas ». Pourquoi c'est moi seule qui dois parler? Il y a d'autres femmes, il y a beaucoup de femmes, je suis persuadée que si on faisait une enquête aujourd'hui, il y a plein de femmes qui partagent ces idées-là, mais ne sont pas toujours prêtes à prendre le risque que c'est, parce que c'est un risque, surtout maintenant, avec les médias sociaux. Il suffit de donner un point de vue, il y a 50 000 personnes qui vous tombent dessus, et votre réputation peut être sacrée. Parce qu'on a tendance à croire tout ce qui se joue dans les médias sociaux. Ça, c'était dingue, je voulais que d'autres puissent parler. Deuxièmement, il y avait une telle cacophonie dans le débat, ou l'absence de débat politique, l'absence de débat entre femmes, etc., que je me suis dit, ça ne sert à rien. Il vaut mieux faire autre chose. Alors, ce que je fais de plus en plus, c'est participer à des rencontres intergénérationnelles où on peut, petit à petit, arriver à transmettre le message, à transmettre le flambeau, à transmettre la passion qu'on a pour tout ça. Parce que si on n'est pas passionné, on ne s'engage pas. On reste dans ce qu'on est et puis bon, on se contente de peu. Or, aujourd'hui, je me rends compte que notre génération a fait énormément pour défricher la voie, pour débroussailler le chemin,
Mais il faut que les jeunes générations acceptent qu'elles doivent apprendre en matière d'organisation, en matière de communication, etc. etc. Mais il y a une peur, et puis bon, je suis, bon, à la limite, non, je vais refuser, je ne suis pas de la vieille garde. Parce que les idées que je défends sont des idées de tous les jours, sont les idées qui, historiquement, vont continuer. Après moi, il y aura toujours des femmes qui vont se battre. Et aujourd'hui, si je regarde même la manière de faire les choses, il y a un recul que je perçois dans notre société par rapport aux droits des femmes et aux conquêtes qu'on avait eues. Et ce recul se fait avec la couverture de la religion. Ce qui fait que ça mélange et ça obscurcit le débat. Il est temps qu'on se lève pour relancer le débat, pour permettre aux femmes plus jeunes d'avoir le courage aussi de s'exprimer. Voilà, on va rester même dans cette optique. Aujourd'hui, quel conseil vous donnez à la jeune génération, surtout à ces jeunes femmes qui veulent militer dans le respect des droits des femmes? Je crois que la première chose, c'est d'étudier. Vraiment, on ne peut pas se lever et dire je suis féministe. Pourquoi tu es féministe? Donc, il faut pouvoir expliquer pourquoi tu es féministe. Donc, il y a des études féministes qui existent dans le monde. Il faut au moins aller chercher de la documentation. Qu'est-ce que c'est le féminisme? Comment ça se passe? Et qu'est-ce que ça véhicule comme idéologie? Parce que c'est une idéologie, une autre manière de voir les femmes dans la société. Non seulement pas dans la famille, mais dans la société, au niveau de l'économie, au niveau de la politique, au niveau du social et du culturel. Il faut d'abord cette connaissance. Deuxièmement, il faut prendre son courage à deux mains, parce que ça demande beaucoup d'énergie, de la passion, comme j'ai dit, pour pouvoir s'organiser et donner du temps à cette période de militantisme. Les femmes, on a plusieurs rôles à jouer. On est, bon, quand on est jeune fille, mais même si on est jeune fille, on est chez soi, il y a des tâches qu'on doit faire. Mais il faut travailler aussi. Il faut s'occuper de sa famille. Il faut pouvoir militer. Autant de rôles. Un homme, par exemple, qui fait la politique, il ne fait que de la politique. Quand il rentre chez lui, la femme a préparé, lui a préparé les conditions, et il est là, il profite, il se relaxe, il peut le faire. Mais la femme qui fait de la politique, une fois qu'elle est rentrée chez elle, elle doit encore s'occuper des enfants, s'occuper de son mari et tout ça. Ça demande un choix conscient, pragmatique pour le faire. Voilà les conseils. La connaissance d'abord, puis la passion pour militer. Et surtout, j'ai oublié peut-être le troisième point, le sens de la justice sociale. C'est pas parce que moi je n'ai jamais eu, au fond, à me plaindre individuellement d'avoir été opprimée, discriminée, même dans ma famille, alors que j'avais des frères et tout ça. Mais il ne s'agit pas de mon individualité. Beaucoup de gens disent, oui, mais moi, je ne suis pas, c'est pas moi. C'est la société, c'est les femmes du Sénégal, les femmes d'Afrique et les femmes du monde. Et le jour où on le comprendra, alors on donnera de son énergie, de son temps, pour une cause qui vaut la peine. Voilà, la DTV vous remercie. Pour aujourd'hui, on recevait Marie-Angélique Savané. Elle est militante exactement pour les droits des femmes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre rubrique de Paroles de femmes. Merci beaucoup, Madame Savané.